Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Bien, moi, je vous propose de commencer. Il est 16 heures. J'aurais préféré commencer avec mon séminariste présent. Je pense que les petits problèmes de transport d'aujourd'hui sont en cause. Il arrivera pendant la durée de ce cours et pourra vous faire le séminaire, le moment venu. Donc, ce cours est dédié cette fois-ci à ce terme qui est en fait un affreux mélange de latin et d'anglais qu'on appelle le quorum sensing, mais il n'y a pas de traduction. Enfin, il pourrait y avoir une traduction, mais elle n'est manifestement pas passée dans la routine, donc j'ai préféré garder le terme tel que vous le verrez dans tous les documents. Donc cette première partie, ou ce cours, comme d'habitude, relativement générique sur le sujet, va essayer de vous montrer, à la suite d'ailleurs de ce qu'on avait déjà anticipé la semaine dernière concernant le fait que les micro-organismes et les bactéries en particulier ne mènent pas en fait une vie individuelle, mais le plus souvent mènent une vie communautaire, car c'est l'association de ces micro-organismes qui leur permet éventuellement d'aller vers une fonction, en particulier dans une interaction avec un hôte ou dans un processus de survie dans l'environnement. On va revenir un petit peu sur tous ces sujets. Ça, c'est donc la première partie. Et la deuxième partie, ce sera un séminaire donc, de mon collègue et ami Dr Jonathan Newbank, qui est au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini, à Marseille, comme son nom l'indique, et qui est un des spécialistes mondiaux de l'utilisation du ver, Caenorhabditis elegans, dans l'étude de l'interface entre les micro-organismes et un hôte, que ce soit des micro-organismes commensaux ou pathogènes. Et vous verrez au cours de son séminaire comment les choses peuvent éventuellement dévier vers des choses tout à fait inattendues comme le rôle de micro-organismes dans la régulation de processus qui ont plus à voir avec les neurosciences en réalité qu'avec l'immunologie ou les mécanismes de défense anti-infectieux. Donc je reviens à la présentation ou à la lecture d'aujourd'hui que j'ai intitulée « Vie bactérienne communautaire, on se compte et on s'adapte, le quorum sensing ». Et le premier cours du mois de janvier l'année prochaine donc, sera une finalement évolution de cette présentation sur l'analyse véritablement précise d'un mode de vie très particulier mais très important des micro-organismes qui est ce qu'on appelle la formation de biofilms. Donc je vais essayer de vous donner un certain nombre de bases aujourd'hui qui concernent ce mode de vie communautaire des micro-organismes. Donc le point de départ finalement c'est qu'on a tendance à envisager, surtout au laboratoire et puis quand on voit le monde microbien, des micro-organismes se cultivant, poussant jusqu'à parfois des densités très importantes, mais sans véritablement réaliser que le mode de vie le plus fréquent, en fait, en particulier dans des environnements relativement à risque, c'est un mode de vie communautaire. C'est-à-dire que les bactéries ne se cultivent pas, ne poussent pas de façon strictement isolée ou égoïste. En fait, elles le font, bien entendu, mais elles échangent des signaux, et ces signaux vont en permanence réguler la fonction de ce qu'on va appeler cette vie communautaire des micro-organismes. Donc c'est une façon, ce quorum sensing, on va revenir bien entendu sur la définition, y compris en termes moléculaires, pour les bactéries d'établir un vrai lien social, et quelque part, sans pousser la comparaison trop loin, de considérer que ces micro-organismes sont dans une situation d'établissement d'un mode d'action, d'un mode de comportement qui ressemble très fort à certains égards avec un être multicellulaire, et vous verrez des exemples en particulier lors du prochain cours, de la prochaine présentation. Alors, le quorum sensing concerne en gros tout le monde bactérien, que ce soit les grammes positifs, les grammes négatifs, et maintenant ça a été démontré chez les archébactéries. Et en fait, la fonction de base de ce processus, c'est de lier la densité bactérienne à l'expression de gènes spécifiques de fonctions essentielles dans l'environnement où s'effectue la croissance de ces micro-organismes. Et
Fort probablement, ce processus de quorum sensing est né au sein des bactéries de l'environnement qui doivent, comme je vous l'ai déjà dit, établir des communautés. C'est probablement développé ensuite dans les micro-organismes commensaux, a été finalement pris en compte chez les pathogènes pour la régulation de la pathogénicité des micro-organismes et un certain nombre de facteurs de pathogénicité, on y reviendra, qu'il s'agisse de Pseudomonas aeruginosa, Bacille piocanique ou Staphylococcus aureus, le staphylocoque doré, ont des éléments essentiels de leur pouvoir pathogène, des molécules impliquées dans l'interaction avec l'hôte, dont l'expression est régulée par ce quorum sensing, c'est-à-dire dont l'expression est régulée par la perception qu'ont ces micro-organismes d'être à un nombre donné, ce qu'on appelle le quorum state, qui va leur dire je vais ou je ne vais pas à ce stade induire ou réguler négativement un certain nombre de gènes. Alors, ces processus qui sont sous le contrôle du quorum sensing, ils sont extrêmement nombreux. Il y a des processus génétiques fondamentaux de base du mode de vie de la bactérie, comme les processus d'échange génétique, par exemple la conjugaison ou la replication, la multiplication bactérienne, la synthèse d'un certain nombre d'enzymes, en particulier d'enzymes sécrétées dans le milieu extérieur, ce qu'on appelle swarming motility, qui est un terme un petit peu complexe à expliquer, mais qui concerne en fait quelque chose de très visuel. Vous voyez cette boîte de culture microbienne ici, et grâce au fait que ces micro-organismes sont présents en nombre important et échangent des signaux, ils vont organiser un véritable, on dit pattern, ou un véritable modèle de progression, de colonisation tout à fait orchestré, tout à fait organisé, qui va amener à la formation de ces mouvements polarisés qui vont peu à peu coloniser l'ensemble de la surface. Donc cette espèce de mobilité n'existe pas si les gènes responsables du quorum sensing sont mutagénisés, on y reviendra. Encore une fois, la production de facteurs de virulence, qu'il s'agisse de bactéries pathogènes pour les animaux, pour l'homme, voire de bactéries phytopathogènes, donc pathogènes pour les plantes, la production de biofilms, on y reviendra la prochaine fois, je vous l'ai dit, et puis un élément qui est très très important dans la survie des micro-organismes dans l'environnement, en tout cas d'un certain nombre de micro-organismes dans l'environnement, c'est la production d'antibiotiques et l'expression de facteurs de résistance aux antibiotiques. Vous savez qu'une partie probablement de l'équilibre des micro-organismes dans la nature et de la façon dont ils colonisent ou ne peuvent coloniser un certain nombre de niches dans le sol en particulier, se joue sur cet antagonisme, certains micro-organismes produisant des antibiotiques qui vont finalement faire la place libre et leur permettre de se développer, et les micro-organismes de cet environnement mettant en place des mécanismes de résistance qui vont leur permettre peu à peu de revenir vers cette niche de laquelle ils étaient exclus. Et finalement, la nature est toujours comme ça, sur ce phénomène de va-et-vient qui va aboutir à un certain équilibre. Le seul problème, c'est que cette lutte des micro-organismes dans le sol a probablement largement contribué à la mise en place de ces gènes et effecteurs de résistance aux antibiotiques qui se sont transmis aussi à des micro-organismes qui sont présents chez nous, en particulier des pathogènes, et qui causent ces mécanismes de résistance. Donc tous ces phénomènes de lutte entre les populations bactériennes au sein de l'environnement sont là aussi régulés par le quorum sensing. Des éléments aussi importants que la sporulation ou la bioluminescence, on l'a vu dans le cours précédent, sont aussi des phénotypes qui sont de façon très importante régulés par ce processus. Donc, ce quorum sensing, il est dominé, alors, Frédéric, je ne vous ai pas encore défini le terme, c'est presque implicite, c'est la perception, sensing, du quorum, c'est-à-dire du nombre de bactéries dans un environnement donné, à un moment donné. Donc ce quorum sensing, il est fondé sur une notion essentielle qui est définie sur le plan moléculaire, et on va y revenir, c'est la notion d'auto-inducteur. C'est-à-dire qu'en fait, ces bactéries, lorsqu'elles sont en communauté, lorsqu'elles commencent à croître et atteindre encore une fois un certain niveau en termes de nombre, de concentration, vont sécréter ces auto-inducteurs qui en fait sont véritablement, encore une fois, on glisse très très vite dans des analogies, mais ce qu'on pourrait appeler ou considérer comme des hormones bactériennes, c'est-à-dire des mécanismes, des molécules qui permettent aux bactéries d'une même espèce, voire d'espèces différentes, et on y reviendra aussi, de communiquer,
de se tenir au courant de la situation et d'agir finalement plus, encore une fois, comme un corps social que comme des individus égoïstes et finalement ne se divisant, ne se multipliant que de façon individuelle. Alors, comme toujours, j'essaye de vous donner un tout petit peu d'informations sur l'historique de ces processus, ce qui permet parfois d'ailleurs de mieux comprendre et de mieux intégrer comment tout ça a pu se développer, parce que la science du quorum sensing devient un petit peu difficile à suivre compte tenu de la multiplicité des études, des systèmes et des micro-organismes qui sont concernés. Donc la notion d'auto-inducteur, c'est-à-dire de petites molécules diffusibles en fonction de leur concentration qui reflètent en fait la concentration bactérienne. Vous avez déjà vu que c'était ça. En fait, plus il y aura de cet auto-inducteur, plus cela va refléter le fait que la population bactérienne en question est importante. Donc tout ça a été mis en évidence, je pense, j'ai essayé de chercher s'il y avait des exemples préalables, mais je pense que c'est vraiment pour la première fois, par le groupe de Greenberg aux États-Unis en 1985 dans le modèle que je vous ai présenté la semaine dernière de Vibrio fischieri chez le squid, calmar, c'est-à-dire toute cette notion de la possibilité de ce vibrio d'établir une colonisation d'un organe qui s'appelle l'organe lumineux et à un moment, à une certaine concentration, d'activer son système de bioluminescence et de permettre à cet organe lumineux de fonctionner. Donc ce modèle de régulation, comme je vous l'ai dit, est une espèce de modèle générique qui maintenant est élargi à des centaines d'espèces bactériennes et même les archées, on peut penser, sauf exception, que la plupart des espèces microbiennes, sous une forme ou sous une autre, ont expérimenté un système de quorum sensing et certaines de ces espèces en ont plusieurs et on en reparlera. Donc le quorum sensing lui-même, finalement, le terme est arrivé secondairement, après la découverte et la finalement conceptualisation de cette notion d'auto-inducteur, donc d'hormones bactériennes. C'est un terme qui a été introduit en fait par Fuka et Winans en 1994 sur un élément d'ailleurs très intéressant qui n'a rien à voir avec l'interaction des microbes avec le monde animal, mais de microbes avec les plantes. Vous savez qu'un certain nombre de plantes font des tumeurs et qu'un certain nombre de ces tumeurs sont causées par des bactéries, que ça s'agisse, comme je vous le mentionne ici, d'Agrobacterium, en particulier d'Agrobacterium tumefaciens, ça dit bien dans le nom de l'espèce ce que ça veut dire, ou d'autres micro-organismes comme Rhizobium. Et donc l'Agrobacterium tumefaciens, c'est une bactérie qui est responsable chez un certain nombre de plantes et dans des modèles expérimentaux de plantes ce qu'on appelle Crohn-Gall disease, qui est en fait la gale de la zone de la couronne de la plante où se développe peu à peu une tumeur dont finalement le développement est lié à la colonisation par un biofilm, encore une fois on y reviendra, de ces bactéries Agrobacterium tumefaciens. Et en fait cette tumorigénèse des cellules de la plante, c'est-à-dire cette perte de la régulation par la plante de la prolifération de ses propres cellules, est liée au fait que Agrobacterium tumefaciens a un système d'injection moléculaire, je vous ai déjà montré la dernière fois et puis l'année dernière des exemples de ces systèmes, qui lui permet d'injecter dans la cellule de la plante un plasmide. L'ADN se linéarise et une partie de cet ADN plasmidique, monobrun, linéarisé, va s'intégrer dans l'ADN de la plante et causer cette réaction finalement de tumorigénèse. Et ce système en fait de transfert d'ADN de la bactérie Agrobacterium à la plante est régulé par le quorum sensing tel qu'il a été défini donc à ce moment-là en 1994 par Fuka. Plus il y a de bactéries, plus la conjugaison se fait efficacement et plus, bien entendu, la tumeur de la plante va augmenter. Donc ce sont des éléments qui, historiquement, sont peut-être déjà un petit peu dépassés par la masse d'informations qui est apportée dans d'autres systèmes, mais qui montrent bien l'état d'esprit dans lequel on était à cette époque par rapport à ce genre de problématiques. Donc il est vite apparu, comme je vous le mets sur cette diapositive, qu'il existe deux grandes familles d'auto-inducteurs,
Pour les bactéries à gram positif, ce sont généralement de tout petits peptides, de quelques acides aminés, entre 8 et 15 acides aminés, on reverra ça. Et pour les bactéries à gram négatif, on a déjà cité beaucoup, y compris Pseudomonas aeruginosa, des dérivés d'acides gras, on verra, ce sont en fait des lactones qui sont acylés, c'est-à-dire sur lesquels sont branchés un acide gras dont le nombre de carbone varie. Donc les, disons, grandes ou connues bactéries à gram négatif qui sont soumises au quorum sensing, on a parlé d'Agrobacterium par exemple, mais Brucella, Bucholderia, Erwinia, Escherichia, Enterobacter, Pseudomonas, Ralstonia, Serratia, Vibrio, Yersinia, tout ça c'est une longue famille de micro-organismes dont sous une forme ou sous une autre vous avez peut-être entendu parler, pathogènes éventuellement pour l'homme, pour l'animal, pour les plantes, qui sont soumises à ce processus de régulation très très important par le quorum sensing. Pour ce qui concerne les grammes positifs, Bacillus, par exemple, le quorum sensing a un rôle dans l'induction de la sporulation chez Bacillus, les entérocoques, staphylocoques, streptocoques, les streptomyces, on a parlé du rôle de quorum sensing dans l'environnement déjà, tout ça, ce sont des micro-organismes qui sont soumis à ce processus. Donc finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un mode de signalisation bactérien qui repose sur la production de petites molécules médiatrices, les auto-inducteurs, et qui sont produites, il y a sans doute des exceptions, mais pour l'essentiel dans la phase de croissance bactérienne. C'est-à-dire qu'en tout début de croissance exponentielle, la production est extrêmement faible. Au fur et à mesure que la bactérie se cultive, se multiplie, passe en phase exponentielle, la production de cet auto-inducteur s'accumule. Et lorsque le milieu est épuisé, que la bactérie passe en phase stationnaire, généralement, la production de cette molécule auto-inductrice, de cette hormone bactérienne, cesse, ce qui permet donc de vraiment, pour cette communauté bactérienne, bien calibrer dans quelle période, finalement, de son évolution elle se situe. Donc, lorsqu'un seuil de concentration est atteint, ces auto-inducteurs interagissent avec un régulateur transcriptionnel, on va y revenir, c'est le processus général. Ces éléments auto-inducteurs sont sécrétés dans le milieu extérieur à la bactérie. Ils sont repris quand ils sont à forte concentration par diffusion passive à travers la membrane, la paroi bactérienne. Ils vont se fixer sur un régulateur transcriptionnel qui va changer sa conformation et qui va aller se localiser sur les gènes formant un régulon, puisqu'il y a généralement plusieurs gènes, parfois des centaines, qui sont régulés par un processus donné de quorum sensing. Alors l'un des auto-inducteurs le plus étudié est celui dont je vous ai mis une espèce de formule générique ici, et on y reviendra plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle l'homocérine lactone, ou AHL, parce qu'en réalité c'est une acylhomocérine lactone. Vous avez là la molécule d'homocérine lactone avec bien entendu la fonction lactone ici à droite, et vous avez branché par une fonction amide sur cette homocérine lactone un acide gras avec un N ici, parce que le nombre de carbone qui va constituer cet acide gras, qui sont généralement des acides gras saturés, peut être de l'ordre de 4 à 12 par exemple, et en fait la longueur de cet acide gras va généralement définir un certain degré de spécificité de cette homocérine lactone pour un régulateur transcriptionnel donné. Donc les déterminants génétiques du quorum sensing sont organisés en un réseau régulateur complexe qui inclut la cascade du quorum sensing lui-même, bien sûr, et un spectre de régulateurs transcriptionnels et post-transcriptionnels qui vont affecter la synthèse de cet auto-inducteur et bien entendu impacter sur l'expression des gènes qui sont sous le contrôle de ce système. Alors juste un exemple en une diapositive de choses que je vous ai déjà mentionnées. Donc, si on prend la famille des auto-inducteurs des bacilles ou des bactéries en général à gram négatif, vous retrouvez ou vous reconnaissez cette structure de base à droite qui est l'homocérine lactone, et vous y retrouvez ce que je vous ai dit, à savoir sur cette liaison amide, le branchement d'acides gras de longueur variable, avec bien entendu ici un certain nombre de micro-organismes auxquels correspond cette homocérine lactone. Par exemple, ici le 3-oxo C12 homocérine lactone, il y a 12 carbones,
est très très caractéristique de l'homocérine lactone qui est un peu le régulateur central du quorum sensing chez Pseudomonas aeruginosa et dont la synthèse est assurée par un gène sur lequel on en reviendra qui s'appelle le gène LAS-I. Donc ça c'est pour les bactéries à gram négatif. Pour les bactéries à gram positif, je vous ai déjà dit qu'on était dans un monde biochimiquement totalement différent. C'est-à-dire qu'on va parler essentiellement de petits peptides. Vous voyez que chez Bacillus subtilis, par exemple, le processus de quorum sensing est mené par ce petit peptide de 5 acides aminés. Généralement, la molécule initiale est plus longue, mais elle est processée ensuite avant d'arriver à sa forme d'efficacité maximum. Chez Bacillus subtilis, encore un autre médiateur du quorum sensing, avec ici cette petite astérix sur le W qui correspond au tryptophane, parce que ces molécules peuvent être modifiées post-traductionnellement et en particulier être prénylées ou isoprénylées, c'est-à-dire possiblement assurer leur association avec des membranes ou la possibilité plus efficace de s'associer aux membranes, éventuellement d'être transloquées. Et puis chez Staphylococcus aureus, quelque chose de très particulier qui marque assez cette espèce, qui est que les auto-inducteurs, qui sont encore une fois des petits peptides, sont réorganisés en interne avec cette liaison thioester qu'on retrouve quasiment chez tous ces auto-inducteurs de staphylocoque. Ça, c'est un peu une caractéristique de l'espèce. Ces systèmes ici sont en règle générale relativement spécifiques. C'est-à-dire que lorsque Pseudomonas aeruginosa va faire ce 3-oxo-C12 homocérine lactone, ça va réguler ce système, ce régulon LAS dont on a parlé. Il y a des systèmes qui sont plus génériques, et j'en viens, et on en reparlera à ce qui est montré ici en C. Cette molécule, on la redéfinira, qui s'appelle I2, c'est-à-dire auto-inducer 2, un peu en comparaison de ce qui s'appellera ici les auto-inducer 1, qui sont les familles qui ont été identifiées initialement, sont en fait des molécules auto-inductrices qui peuvent s'échanger entre les espèces bactériennes et qui jouent un rôle relativement important justement dans cette mise en place des communautés. Parce que j'ai commencé à vous définir ou à vous parler de ces communautés bactériennes en donnant l'impression que ces communautés généralement concernaient une seule espèce qui se multipliait dans un environnement donné. Mais il est bien évident que dans l'environnement extérieur, dans le sol ou dans notre tube digestif, on en a déjà beaucoup parlé, on parle de communautés microbiennes avec parfois des centaines d'espèces à un site ou dans une micro-niche considérée. Et il paraîtrait absolument, totalement absurde que la nature n'ait pas fait évoluer ces micro-organismes vers la possibilité non seulement de se parler de façon spécifique entre elles au sein d'une espèce donnée, mais aussi d'échanger des signaux et, encore une fois, de s'adapter en fonction de la présence aussi de leurs congénères dans une situation qui n'est pas nécessairement éventuellement une lutte d'occupation territoriale, mais parfois une véritable symbiose, non plus entre le microbe et l'hôte, mais entre les microbes eux-mêmes pour finalement, si on peut dire, se serrer les coudes et occuper un terrain particulier. Alors, je pense que c'était déjà probablement implicite dans la façon dont je vous ai présenté les choses. On peut quand même essayer, pour bien fixer tout ça, et on n'en parlera plus, de donner un schéma général du mécanisme commun du quorum sensing chez les bactéries, en particulier à gram négatif. Les choses sont les mêmes chez les grammes positifs, mis à part le fait que les molécules, comme je vous l'ai déjà introduit, sont différentes. Donc les bactéries produisent un auto-inducteur, une hormone, l'acylhomocérine lactone, via la production d'une enzyme qui s'appelle une AHL synthase. Jusqu'à présent, ça paraît relativement évident. Donc la faible densité, les molécules d'AHL qui sont produites par cette AHL synthase qui est en fait liée à l'expression d'un gène qui est relativement homologue chez l'ensemble des bactéries qui font cette enzyme. Donc, à faible densité, les molécules d'AHL sont activement transportées. Il y a un vrai système actif d'export, ATP dépendant, vers le milieu extérieur et sont éventuellement, dans des situations de besoin de mise en place de quorum sensing, réimportées de façon active. Mais le système est en général relativement peu efficace
est coûteux en énergie pour le micro-organisme, puisqu'il lui faut dépenser de l'énergie, de l'ATP, pour arriver à faire circuler cette molécule sur un gradient du fait de sa très faible concentration. Par contre, à forte concentration, finalement, dans la situation, encore une fois, où les bactéries ont commencé très sérieusement à se multiplier, où elles sont en règle générale dans le premier tiers ou dans leur moitié de leur phase de croissance exponentielle, les molécules, bien entendu, de cet auto-inducteur sont produites en grande quantité. Elles vont maintenant diffuser passivement vers l'extérieur et éventuellement vers l'intérieur. Et elles vont s'associer donc à cette molécule régulatrice, ce qui va changer la conformation de cette molécule et lui permettre de venir se localiser sur les promoteurs impliqués dans cette hiérarchie de régulation dont on a parlé. Donc vous voyez un système faible concentration, logiquement peu efficace, nécessitant de l'énergie, donc ne survenant probablement que dans des conditions très particulières, et un système beaucoup plus proche de la définition que je vous en ai donnée initialement, c'est-à-dire un système tiré par la quantité de ces molécules auto-inductrices qui va tout naturellement amener à une régulation transcriptionnelle de ces gènes contrôlés par le quorum sensing. Donc, ça, c'est un peu la définition générique. Alors après, en fonction des goûts des uns et des autres, en fonction des systèmes, on peut modifier un tout petit peu les définitions et on peut parler de quorum sensing, parfois de façon peut-être un petit peu abusive, à condition de marquer les limites et de savoir exactement où on en est. Donc la communication interbactérienne, en fait, et je viens de vous le dire, a un coût lorsqu'on a peu d'auto-inducteurs, mais elle peut exister hors de situations où il y a une forte densité de population. Et on peut imaginer effectivement que, par exemple dans le sol, lorsqu'un micro-organisme a la nécessité de s'établir à l'intérieur d'une niche particulière, au tout début de cette situation, sa concentration soit faible, ce qui est relativement logique, et qu'afin que cette situation de colonisation de la niche n'avorte pas, il va bien falloir qu'il trouve des situations basées sur ce quorum sensing qui lui permettent d'engager ce processus de multiplication. Encore une fois, ça consomme de l'énergie, mais c'est probablement vital pour la survie de l'espèce microbienne. Donc en fait, le terme de quorum sensing est maintenant utilisé de manière générique en fait, pour qualifier à peu près tous les processus de communication qui impliquent des molécules diffusibles produites constitutivement par la bactérie. Constitutivement, ça veut dire qu'elles ne sont pas induites. Généralement, ces molécules auto-inductrices, elles peuvent être induites dans un deuxième temps, mais au démarrage, dans cette phase préliminaire de la croissance exponentielle, leur quantité en fait reflète de façon quasiment linéaire la quantité de bactéries qui est présente à un moment donné. Alors, juste un petit, entre guillemets, flashback sur la leçon de la semaine dernière, mais pour réinsister quand même sur le fait qu'il y a un poids historique quand même de cette découverte de la colonisation de l'organe lumineux chez le calmar par Vibrio fischeri. Donc, le premier finalement modèle de quorum sensing dépendant d'une acylhomocérine lactone a été décrit chez le vibrion marin Vibrio fischeri, où il contrôle donc la bioluminescence en fonction de la densité de la population bactérienne. Et en fait, et on va y revenir car dans toutes les espèces, en particulier à gram négatif qui sont concernées par ce processus, on a deux gènes qui sont centraux, qui sont le pivot de ce processus. On a un gène qui s'appelle LuxI, qui est le gène qui code pour cette acylhomocérine lactone synthase. Et dans toutes les bactéries qui vont assurer ce même système de quorum sensing qui amène à la synthèse d'homocérine lactone, on va trouver des homologues de ce gène LuxI. Donc le gène LuxI, pour des raisons historiques, est un peu devenu le terme générique, mais bien entendu, bien souvent les auteurs, lorsqu'ils ont décrit dans une espèce bactérienne donnée l'homologue, l'équivalent de LuxI, lui ont donné un nom différent qui soit plus adapté et plus facile à reconnaître. Donc ça, c'est le premier point, c'est le gène qui code pour la synthèse de cet auto-inducteur. Et puis il y a un autre gène, encore une fois, c'est vraiment la base du système, qui est LuxR, qui code pour une protéine régulatrice
ou un homologue de Luxair, bien entendu, dans les autres systèmes, qui, après association avec l'acide homocérine-lactone, subit cette modification de structure tridimensionnelle et va donc permettre l'association aux séquences spécifiques et la transcription des gènes d'intérêt pour le micro-organisme dans les conditions environnementales données. Donc là, vous avez ce schéma finalement très simple. Vous avez LuxI ici qui code de façon constitutive pour cette synthase qui va amener la présence de cette homocérine-lactone, pour l'instant en faible concentration en intra et bactérien, en cytoplasmique et extracellulaire. Et vous avez l'expression constitutive du gène LuxR qui amène à la production de cette protéine régulatrice, de ce régulateur transcriptionnel. Puis la croissance bactérienne augmente, la bactérie est en phase de croissance exponentielle, la quantité d'homocérine-lactone, bien entendu, augmente, la diffusion vers l'extérieur, vers l'intérieur, comme je vous l'ai dit, se met à passer sur le mode passif et de façon très efficace. Et donc ces molécules d'homocérine-lactone vont se lier à cette molécule LuxR qui va aller, bien entendu, se lier et activer la transcription d'un certain nombre de gènes en aval de cet opéron Lux ici, avec en particulier au passage la transcription et donc la traduction de ce gène LuxA qui code pour la luciférase, vous vous souvenez la semaine dernière, c'est-à-dire cette molécule qui va réduire un certain nombre de composés, des esters ou autres, et grâce à ce processus de réduction, induire la production de lumière, cette luminescence qui est caractéristique de cet organe qui, encore une fois, ne fonctionne que lorsque la bactérie est sur ce mode de colonisation à densité relativement importante et encore en croissance active. Sinon, encore une fois, la quantité de ces molécules, leur expression va assez rapidement diminuer. Donc voilà en gros le schéma, et je pense que si ce schéma-là est clair, l'ensemble des autres éléments ne va être qu'une variation sur un thème similaire dont les paramètres vont se modifier en fonction du type d'interaction qui est concerné entre ces microbes eux-mêmes et l'environnement ou l'hôte avec lequel ils interagissent. Alors donc la première démonstration aussi a été faite chez Vibrio Fischeri que en fait, la source de cette homocérine-lactone, c'était une molécule de S-adénosine-méthionine, qui est donc l'acide aminé sur lequel va se faire la série de modifications qui vont amener après la liaison à cet acide gras, nombre de carbone variable, comme on l'a dit, par ce qu'on appelle du acyl carrier protéine, la formation de cette molécule définitive. Donc, je l'ai déjà mentionné relativement rapidement, mais c'est quand même des notions relativement importantes pour essayer de bien comprendre comment se font les choses sur le plan finalement vertical et sur le plan horizontal. On a un nombre important de systèmes régulés par le quorum sensing qui va donc requérir une variété d'auto-inducteurs, et je vous ai montré déjà des listes qui sont loin, bien entendu, d'être exhaustives. Le même auto-inducteur AHL, donc des espèces bactériennes différentes, peuvent produire le même type d'auto-inducteur, va éventuellement réguler des systèmes différents dans des espèces différentes. C'est-à-dire que Pseudomonas aeruginosa, avec cette 3-oxo, et 12 homocérine-lactone, va réguler ce système LAS, dont on reparlera tout de suite après. Une autre espèce de bactérie à gram négatif, avec ce même auto-inducteur, va faire éventuellement autre chose. Donc il y a quelque chose de spécifique qui ne tient pas à l'auto-inducteur lui-même. C'est fréquent avec les hormones. Vous avez des hormones qui, sur le même type de récepteur, vont avoir des effets différents dépendant de la nature de la cellule sur laquelle elles vont se fixer. Le même auto-inducteur AHL peut réguler des systèmes différents, donc dans des espèces différentes. Mais la même espèce bactérienne peut produire inversement des auto-inducteurs AHL différents, ce qui va lui permettre de maîtriser de façon presque parfaite l'expression de plusieurs systèmes régulateurs en même temps, puisque l'ensemble se met en place dans la situation de croissance bactérienne. Et ces systèmes peuvent être éventuellement couplés, c'est-à-dire aboutir à des fonctions communes, y compris dans la pathogénicité. Et je vous montrerai pour Pseudomonas aeruginosa, peuvent même être hiérarchisés. C'est-à-dire qu'un système de quorum sensing va contrôler l'expression
par exemple, de la production de l'autre homocérine lactone qui va contrôler un autre système. Donc il y a des systèmes mis en jeu qui sont d'ailleurs tout à fait passionnants et dont l'identification et la caractérisation permet de revenir sur des fonctions bactériennes tout à fait importantes et qui n'étaient pas nécessairement anticipées. Donc, je ne sais pas si je vais vous faire subir cette série de schémas et de molécules, mais simplement pour vous rappeler donc ce rôle essentiel de la synthase ou de la synthétase de cet auto-inducteur, c'est-à-dire le couplage de cet acide gras ici, qui est porté initialement par cette protéine porteuse, ce qu'on appelle acyl carrier protéine, avec la S-adénosylméthionine et la fusion qui va donner lieu à en particulier éventuellement homocérine lactone ici. Encore une fois, ce cours sera sur le site du collège, je l'enverrai demain matin, de façon à ce que vous ayez ces détails moléculaires et les références qui vont avec. Donc on est dans un système totalement intégré qui est finalement une nouvelle vue de la façon dont les micro-organismes et une analyse ou une lecture moléculaire de la façon dont des micro-organismes peuvent vivre en communauté et assurer cette vie communautaire essentiellement par la perception de leur nombre via la perception de la quantité de ces molécules auto-inductrices qui sont dans l'environnement du micro-organisme. Alors tout ça est bien entendu extrêmement solidement régulé, sinon on pourrait arriver très vite à des dérapages et à des situations qui ne seraient pas viables pour le micro-organisme dans cette tentative de passage à la communauté. Donc vous avez cette gène, encore une fois vous le reconnaissez ici, LuxI ou LuxI-like dans n'importe quel système moléculaire ou bactérien équivalent, qui va coder cet ARN messager qui va donner lieu à la traduction de cette protéine qui va permettre la synthèse de cette molécule d'AHL, et donc un pool d'AHL se constitue et croît en fonction de la croissance de ce micro-organisme et va commencer à diffuser et donc à échanger des signaux avec les micro-organismes adjacents dans cette population donc en croissance. Donc ça, c'est le système de base, si je puis dire, et bien entendu, la réinternalisation de cette molécule, sa association avec le produit maintenant du gène LuxR, pareil, transcription, traduction, association, modification conformationnelle et régulation transcriptionnelle des gènes sous le contrôle de ce régulon qui est finalement sous les hiérarchies de ce processus de quorum sensing. Alors à peu près à tous les niveaux, maintenant, les différents papiers qui traitent de ce problème montrent que le système est très, très, très étroitement régulé. Par exemple, il existe des petits RNA qui vont permettre de s'associer à cet ARN de transfert et amener à une dégradation de ces éléments qui devraient amener au quorum sensing avant même leur traduction. Donc on a déjà au niveau du transcrit, au niveau de la transcription, un processus régulateur, compensateur qui se met en place. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il existe, et on y reviendra, des enzymes de dégradation qui sont produits par la bactérie elle-même. Donc elle a la capacité, et toute la régulation de ces systèmes pour l'instant est relativement mal connue, à un moment donné, peut-être de façon constitutive, mais sans doute inductible par certaines situations précises, de dégrader très très rapidement la molécule après qu'elle ait été synthétisée. Et puis on a des leurres moléculaires, c'est-à-dire qu'on a des molécules qui ressemblent à la molécule LuxR, ou des molécules qui viennent s'associer comme anti-activateurs à la molécule LuxR, qui vont en fait gêner ou bloquer la fonctionnalité de l'auto-inducteur. Donc à tous les niveaux, entre le moment où l'auto-inducteur est produit, où il interagit avec LuxR, le régulateur transcriptionnel, et où l'ensemble du complexe va aller sur les gènes qui sont sous ce contrôle transcriptionnel, à tout moment, la bactérie peut jouer d'un certain nombre de systèmes pour réguler, essentiellement négativement, sous la forme où je vous le présente, cette fonction du quorum sensing. Et ça, c'est à l'heure actuelle
un sujet de recherche très très actif et en particulier, encore une fois, les conditions dans lesquelles cette régulation se met en place et est contrôlée est un élément essentiel de la compréhension du dispositif. Alors, je vous ai parlé pour l'instant de ces systèmes de façon peut-être un petit peu générique et sans rentrer dans les détails de, en gros, à quoi ça sert. Et on a fait une diapositive montrant que ça pouvait servir à beaucoup de choses. Ça sert effectivement à énormément de fonctions et c'est probablement impliqué dans beaucoup plus de fonctions qu'on ne l'imagine. Par exemple, encore une fois, chez Vibrio fischeri, c'est important pour la bioluminescence, pour l'expression. C'est intéressant parce que chez Vibrio fischeri, quand l'auto-inducteur est produit encore à faible quantité, ça va réguler le processus de colonisation de la crypte dont je vous avais parlé la dernière fois. Et dès que la bactérie est en phase de croissance exponentielle et que la masse de ces auto-inducteurs devient importante, on switch, si je puis dire, à la régulation de la bioluminescence. Donc il y a aussi des fonctions différentes qui peuvent être induites par des concentrations différentes du même auto-inducteur. Chez Agrobacterium, je vous ai parlé de ce problème de transfert du plasmide de virulence. Chez Erwinia, qui est un pathogène des plantes, la production de carbapénème, d'exoenzymes, qui sont probablement, encore une fois, des éléments de la défense de ce microbe contre ses congénères, sont régulés par le quorum sensing. Chez Pseudomonas aeruginosa, on y reviendra, donc je ne rentre pas ici dans les détails. Une grosse partie de la virulence de Pseudomonas, en particulier dans des situations très précises où il est en situation de colonisation chronique d'un organe, est régulée par le quorum sensing, et ainsi de suite. Encore une fois, vous aurez tous les détails si vous téléchargez la présentation. Alors, je vous ai mentionné très rapidement le fait que la bactérie pouvait elle-même détruire ses propres auto-inducteurs dans quelque chose qui bien entendu, est intégré dans un processus global de régulation. Alors, je le mentionne simplement pour montrer de façon très logique où se situe finalement ce processus de destruction, qui est en gros à l'inverse du processus de synthèse. Alors, le terme est joli, on appelle ça le quorum sensing, c'est le quorum quenching, puisque quenching, c'est la dégradation du processus. Donc là, on est dans un système inverse où la bactérie dégrade ces molécules d'homocérine lactone, en fait les hydrolyse, avec soit une activité lactonase, qui va donc hydrolyser ici la fonction homocérine lactone, soit une fonction d'amidase, qui est appelée peut-être de façon un petit peu erronée acylase, qui en tout cas va hydrolyser ici cette liaison amide et finalement refaire le chemin inverse de ce qui avait été fait par la synthétase, c'est par le produit du gène LAS-I par exemple, donc relibérer l'homocérine lactone et l'acyle. Et donc ces enzymes, encore une fois, sont là dans un certain nombre d'espèces bactériennes. Ils n'ont pas été identifiés dans toutes les espèces bactériennes, donc il faut peut-être se garder de présenter ça comme un processus général de régulation. Mais il y a des lactonases produites par de nombreuses espèces, les bacillus, Arthrobacter, Agrobacterium et d'autres. Des décarboxylases, peut-être, mais elles n'ont pas encore été décrites de façon convaincante. Les acylases, bien sûr, ou amidases, clivage de la liaison amide, ça c'est certain chez Pseudomonas aeruginosa, chez Streptomyces, Acinetobacter, Vibrio, et éventuellement des déaminases. Donc pour l'instant, seuls les lactonases, pour l'erreur faute d'orthographe, et les amidases ont été identifiés. Donc le rôle régulateur global, encore une fois, de ces enzymes dans l'environnement, on le connaît mal, mais ce sont probablement des candidats importants à considérer pour étudier l'équilibre de ces systèmes, surtout si ces enzymes éventuellement sont sécrétées et vont pouvoir dégrader à l'extérieur les auto-inducteurs qui sont libérés par les bactéries voisines. Alors, ce qui est très intéressant aussi, on en dira peut-être un mot un petit peu plus tard, mais vraiment, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est qu'on trouve en fait, alors est-ce par accident, est-ce par coévolution, des acyl homocérine lactone lactonases, donc des hydrolases de la fonction homocérine lactone, produites par les mammifères, par des cellules de mammifères. Et en particulier, on a trouvé ce type d'enzyme dans les cellules de l'épithélium respiratoire humain, alors que le micro-organisme, disons un des micro-organismes majeurs
ou deux d'ailleurs, micro-organismes majeurs qui sont Pseudomonas aeruginosa et Burkholderia cepacia qui colonisent par exemple l'appareil respiratoire chez les jeunes enfants qui sont atteints de mucoviscidose. On voit finalement que l'hôte, de façon plus ou moins efficace, a la capacité, de par la production de ces enzymes, éventuellement de commencer à établir un peu une guerre électronique avec ces micro-organismes et d'essayer de déconnecter finalement ces voies de signalisation entre les bactéries dans un résultat qui malheureusement n'est pas toujours très efficace dans ces situations. Alors, on a beaucoup parlé de Pseudomonas aeruginosa depuis le début, donc il ne faudrait pas que ça reste l'arlésienne. On va essayer de rentrer un tout petit peu dans les détails pour vous mettre ce système de quorum sensing dans son contexte, et en particulier donc dans un contexte précis d'un micro-organisme. Pseudomonas aeruginosa qui est un pathogène, mais qui a plus tendance tout de même à être ce qu'on appelle un pathogène opportuniste, c'est-à-dire à se développer dans des situations où l'hôte, soit sur un mode général, par les traitements immunosuppresseurs, ou soit surtout pour des raisons locales, une brûlure grave, une blessure chirurgicale, ce qu'on a dit tout à l'heure, la mucoviscidose qui entraîne des diminutions très importantes des mécanismes de défense locale au niveau de l'épithélium respiratoire. Donc ce type de bactérie, Pseudomonas aeruginosa, a plus tendance à se développer dans ce type de situation où les défenses de l'hôte sont affaiblies que sur une personne ou un terrain localement et systémiquement normal. Donc il cause aussi des infections respiratoires, urinaires, cutanées, osseuses et articulaires, mais encore une fois souvent induites par la présence d'un corps étranger ou d'une situation un petit peu particulière sur le plan médical. Ce sont en fait des habitants du sol qui se développent à la surface des plantes et qui colonisent volontiers les animaux, avec une adaptabilité, une versabilité métabolique absolument phénoménale. Pseudomonas aeruginosa, parmi les bactéries à gram négatif, est probablement une de celles qui a le plus de systèmes de régulation à deux composants et qui va, comme je vais vous le dire là rapidement, avoir aussi plusieurs systèmes de quorum sensing, y compris des systèmes, encore une fois, combinés et hiérarchisés. En fait, 10% du génome de Pseudomonas aeruginosa est dédié à des régulateurs, ce qui est considérable, ça veut dire sur 6000 gènes, 600 gènes sont impliqués sous une forme ou sous une autre avec des processus de régulation du mode de vie de cette bactérie, qui traduit peut-être aussi une accumulation liée au fait que ce micro-organisme n'a pas arrêté au cours de son évolution de changer de niche et de passer du sol à l'eau, de l'eau aux animaux, de l'animal à l'homme, et ainsi de suite, et le cycle probablement continue. Donc c'est quelque part un système exemplaire, modèle, c'est aussi un système extrêmement compliqué. Donc si on regarde très rapidement le pouvoir pathogène de Pseudomonas aeruginosa, il y a trois grandes étapes. Il y a une étape par rapport à l'infection ou à la colonisation d'un hôte, il y a une étape de colonisation, c'est-à-dire la nécessité pour le microbe d'exprimer des facteurs d'adhésion, de former éventuellement, je ne rentre pas là-dedans parce qu'on en reparlera longuement, un biofilm, c'est-à-dire une communauté microbienne établie au sein d'une structure formée en particulier par des polysaccharides complexes, une espèce de ciment qui maintient cette communauté tout ensemble. Ensuite, une étape d'invasion locale avec la production d'enzymes extracellulaires, de toxines qui vont être cytotoxiques pour les cellules, par exemple de l'épithélium respiratoire qu'on a mentionné pour les infections respiratoires des patients atteints de mucoviscidose. Et puis la dissémination éventuellement systémique, c'est-à-dire de ces sites de colonisation, d'invasion tissulaire, le passage dans la circulation et la dissémination métastatique, la formation de métastases septiques. Alors on imagine d'emblée que ces étapes précoces où la bactérie doit coloniser, c'est-à-dire construire véritablement des colonies pionnières qui vont se maintenir et peu à peu assurer la mise en place de ce processus, c'est dans des conditions de cette nature que manifestement le quorum sensing est une manière idéale de sentir le nombre des micro-organismes et quelque part de mettre en place un véritable agenda d'expression. C'est-à-dire que, et on y reviendra à la fois pour Pseudomonas et pour le staphylocoque, il est clair que si un micro-organisme exprime, sécrète l'ensemble de ces facteurs de virulence à un moment donné,
ça va donner lieu à une cacophonie qui probablement ne sera pas efficace pour que le processus de colonisation et d'infection se mette en place. Et la même chose probablement pour la mise en place d'un simple processus de commensalisme ou de symbiose. Donc il y a des programmes. Et il est bien évident que pour un micro-organisme qui va coloniser un tissu, il va falloir d'abord qu'il adhère, donc d'abord qu'il exprime des molécules, ce qu'on appelle des adhésines, ensuite qu'il envahisse, c'est-à-dire qu'il produise des enzymes, éventuellement des protéases en particulier, ou des lipases, des phospholipases, des toxines qui vont intoxiquer les cellules, qui vont les tuer, qui vont casser leur cytosquelette, qui vont empêcher les cellules du système immunitaire de se défendre, et ainsi de suite. Mais tout ça doit être relativement programmé. Et donc il est évident que le processus lui-même de quorum sensing, tel que je vous l'ai défini, est idéal, parce qu'à partir du moment où une bactérie s'est multipliée de façon importante à un site donné, ça veut dire qu'elle a réussi. Donc ça veut dire qu'on peut passer déjà au programme suivant, qui est celui de la confirmation du processus de colonisation et des étapes supplémentaires de pathogénicité. Donc le quorum sensing est vraiment au cœur en particulier de ces étapes précoces du succès de la colonisation d'une niche, pour être plus générique, par un micro-organisme, et sera aussi probablement très important pour ce qui concerne la régulation de, disons, la chronicité, le maintien de ce processus, au-delà des effets ultérieurs qui sont mentionnés ici en 3, par exemple la dissémination systémique. On imagine bien qu'à ce moment-là, les bactéries redeviennent plus individualistes, elles circulent indépendamment, et elles n'ont plus cette nécessité, cette contrainte d'avoir cette sorte d'organisation sociale. Donc tout ça se décline à l'heure actuelle dans ces micro-organismes pathogènes, en particulier dans ces systèmes modèles qui commencent à être vraiment connus, analysés sur le plan génomique, sur le plan moléculaire, en ce que j'ai dit, c'est-à-dire des systèmes d'adhésion, en particulier ce qu'on appelle des pili, j'en avais largement parlé dans les présentations l'année dernière, dans la présence d'une capsule qui est faite en fait d'un sucre qui est l'alginate chez Pseudomonas aeruginosa. C'est une espèce de substance visqueuse qu'on voit très bien quand les bactéries poussent à la surface des boîtes de pétri, mais encore mieux lorsqu'on envisage un lavage broncho-alvéolaire, par exemple, encore une fois, d'un patient atteint de mucoviscidose. Ces micro-organismes, finalement, construisent leur vie de société au sein de cette gangue d'alginate qui sert aussi d'ailleurs de molécules qui empêchent la phagocytose par les polynucléaires neutrophiles. Par exemple, parce que les cellules du système immunitaire, elles glissent littéralement sur cette capsule qui est très hydrophile. Il y a des flagelles, bien entendu, qui vont permettre à ces bactéries de se promener et d'aller se localiser là où il faut, en particulier à travers ces gangues éventuelles de capsules ou de mucus produits par les cellules. Et puis au-delà de ces éléments, je dirais, primaires de l'interaction, on a ces éléments que j'ai mentionnés qui vont conforter le processus infectieux, les protéases, comme l'élastase. L'élastase, par exemple, elle a un rôle très important dans les infections de l'œil à Pseudomonas aeruginosa. C'est ça, c'est l'enzyme principale qui détruit la cornée lorsqu'on a ces infections oculaires, soit chirurgicalement transmises, ce qui est heureusement rarissime, soit dans ces complications de surinfection de lentilles de contact, par exemple. C'est pour ça qu'il faut nettoyer les lentilles de contact. Alcaline protéase, des hémolysines, c'est-à-dire des toxines qui font des trous dans les membranes, soit des phospholipases, soit ces rhamnolipides, un peu comme les mycobactéries, comme le bacille de la tuberculose, des exotoxines. Exotoxine A, c'est une toxine comme la toxine diphtérique, elle est injectée dans la cellule et elle arrête la biosynthèse des protéines cellulaires, la cellule meurt, et des exoenzymes comme l'exoenzyme S, qui sont en fait des molécules qui cassent la régulation d'organisation du cytosquelette de la cellule et qui font que finalement, par exemple, les cellules du système immunitaire sont immobilisées. Puis les pyocyanines, qui sont une famille de molécules qui captent en fait le fer ferrique de manière à alimenter le métabolisme du micro-organisme. Donc c'est tout un système complexe, mais dont on perçoit bien, je le disais tout de suite avant, qu'il ne peut pas se faire comme ça de façon globale, qu'il faut qu'il soit contrôlé et qu'il y ait des vagues finalement d'expression. Alors, encore une fois, on reparlera de biofilms, mais juste pour vous montrer un peu comment les choses se mettent en place dans ces processus initiaux de colonisation qui vont amener sur un substrat inorganique ou organique à la formation de ces fameux biofilms. La bactérie, initialement, avec son flagelle, va
finalement de façon peut-être un peu stochastique, à un moment heurter cette cible et trouver que l'environnement est suffisamment favorable pour commencer à s'y multiplier. Et on va voir l'expression de ce qu'on appelle les pili de type 4, qui sont des pili qui sont exprimés, qui se rétractent et qui donnent ces espèces de processus de mobilité dont on a parlé tout à l'heure. La colonie se constitue et puis peu à peu, en 3 dimensions, forme une espèce de structure comme des champignons qui va trouver son homogénéité dans la production de ces sucres, ces polysaccharides complexes qui sont produits à la fois en fait, par la bactérie et par l'hôte sous forme de mucine par exemple ou de sucre des mucines. Et donc tout ça se construit et contribue au succès de cet événement de colonisation de cette surface par ce micro-organisme. Alors, ayant bien en main des modèles in vitro qui permettent de reproduire ces processus de colonisation, en particulier de formation de biofilms, ça peut se faire en fait très simplement sur du plastique, hein, avec toutes les limitations dans l'interprétation des résultats, des mutants permettent d'identifier ce qui est nécessaire à telle ou telle étape. Alors on sait par exemple que la motilité est importante, les mutants sans flagelle sont incapables d'accéder à leur cible, les mutants qui n'expriment pas les pili de type 4 sont incapables de faire ces adhésions primaires et de commencer à construire ces colonies, et puis, comme par hasard, les mutants dans le gène LAS-R, qui code pour le régulateur transcriptionnel sensible à l'homocérine lactone chez Pseudomonas aeruginosa, sont incapables de construire des structures, comme vous le voyez ici, que vous retrouvez ici. Vous voyez que les mutants, en fait, sont incapables de coloniser. Donc on est très vite, les auteurs qui travaillaient là-dessus sont rentrés dans ce concept, effectivement, de la possibilité d'une analyse génétique fonctionnelle de ce quorum sensing et de ses répercussions énormes sur le processus d'engagement de la colonisation au cours d'une infection. Alors on peut commencer à essayer de simplifier les choses parce qu'elles sont beaucoup plus complexes que ne le dit cette diapositive, mais pour insister simplement encore une fois sur ces problèmes de hiérarchie qui sont probablement indispensables à ces micro-organismes complexes et dont le cahier des charges finalement en termes de colonisation est complexe. Tout commence au début de la phase de croissance par l'expression de l'AS-I, donc de l'homocérine lactone synthase qui est mentionné ici et en petit triangle rouge, et de l'AS-R qui est donc le régulateur transcriptionnel dont l'association à l'homocérine lactone va donner lieu à l'induction efficace du régulon LAS, et on va revenir sur ce qu'il y a sous le contrôle de ce régulon, mais aussi à la régulation positive de l'expression d'une autre système de synthèse d'une autre homocérine lactone qui est donc ici le gène RHI qui va coder pour cette homocérine lactone ici avec 4 carbones en fait au lieu des 12 ici et l'équivalent bien entendu R qui est le régulateur transcriptionnel. Donc la mise en place du système LAS-R est au sommet de la hiérarchie. Elle-même donne lieu au contrôle d'un certain nombre de facteurs de la pathogénicité dont je viens de parler rapidement, mais en même temps met en place l'expression d'un autre niveau de régulation, d'un autre système de quorum sensing qui lui-même va avoir son propre répertoire de gènes régulés, le tout bien entendu indiquant qu'on a un vrai timing entre guillemets des processus. Alors l'AS par exemple, les gènes qui sont de façon prédominante, il y a toujours un petit peu de recouvrement, l'élastase par exemple, l'exotoxine, l'alcaline protéase, et puis bien entendu RHLR sont produits sous le contrôle de ce processus de quorum sensing, et puis d'autres éléments nécessitent véritablement la coïncidence de l'expression du système LAS et de l'expression du système RHL pour être exprimés. Et on a parmi ceux-là, bien entendu, les éléments en bas de la cascade de signalisation de RHL, les gènes A et B, mais aussi un certain nombre de systèmes d'adhésion, en particulier des lectines. Et souvenez-vous de celle-ci, la lectine de type 1 de Pseudomonas aeruginosa, on y reviendra parce qu'elle a une fonction très très particulière et très intéressante qui met probablement la bactérie dans ce contexte de colonisation d'un hôte, en particulier
en contact et en capacité de reconnaissance des réponses immunitaires de l'hôte. Et ce sera la fin de ma présentation pour essayer d'élargir un petit peu le concept de quorum sensing à quelque chose d'un petit peu plus global et universel. Donc, je montre cette diapositive-là qui, en fait, résume ces diverses hiérarchies. Vous y retrouvez un certain nombre d'éléments d'auto-inducteurs et puis les gènes dont vous avez entendu parler. Simplement pour dire et j'en reparlerai dans les biofilms lors de la prochaine présentation, on est, à l'heure actuelle, en matière d'industrie pharmaceutique, en quête d'innovation et de molécules, finalement, qui vont contrôler non plus peut-être la vie de la bactérie, donc tuer ou être bactériostatique ou être bactéricide, comme le sont les antibiotiques classiques. Pour l'instant, malheureusement, vous savez que la recherche de ce type de molécules est extrêmement difficile et qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits avec malheureusement des résultats qui sont très décevants. Donc on s'oriente de plus en plus sur la base, disons, de la compréhension moléculaire du mode de vie de ces micro-organismes vers des molécules qui vont peut-être toucher des choses différentes, c'est-à-dire ne plus toucher le processus de vie-mort de la bactérie, mais toucher véritablement les processus d'organisation sociétale de ces micro-organismes dans cette nécessité qu'ils ont de programmer véritablement leur phénotype, leur mode d'action lorsqu'ils sont en interaction avec un hôte ou avec un environnement. Donc il y a beaucoup de travaux qui se développent à l'heure actuelle qui consistent en particulier par des méthodes de ce qu'on appelle de criblage à haut débit à identifier des molécules de librairie combinatoire qui vont aller éventuellement bloquer la reconnaissance d'un auto-inducteur ou lorsqu'on a activé par l'auto-inducteur cette molécule régulatrice, empêcher la fonction de régulateur transcriptionnel de cette molécule régulatrice, et ainsi de suite. Donc un certain nombre de pistes possibles, intelligentes entre guillemets, qui permettraient de venir, et il commence à y avoir des exemples avec des molécules qui interagissent avec ces systèmes, en se disant qu'à partir du moment où ce qu'on va toucher ici, ça n'est pas finalement la vie du microbe, mais plus son activité, encore une fois, sociétale et son environnement créé dans une niche donnée, peut-être la pression sélective qui sera mise sur ce micro-organisme sera inférieure à celle qui est mise quand il s'agit pour le micro-organisme de survivre, et donc d'acquérir à tout prix des gènes qui vont lui permettre de résister aux molécules, ou des mutations qui vont permettre de résister à ces molécules. Là, peut-être, cet angle d'attaque qui est quelque part un peu différent et qui met moins de pression sélective sur les micro-organismes va permettre d'avoir des molécules qui seraient à la fois efficaces, en tout cas sur le développement du processus infectieux, pas sur la vie du micro-organisme lui-même, et non sujettes à la survenue rapide de processus de résistance. Donc voilà un petit peu l'esprit général qui se développe en termes, vous savez que j'essaye toujours, parce que cette chaire est une chaire de microbiologie et maladies infectieuses, de mettre les choses dans une perspective médicale et de vous montrer un peu où va la réflexion et parfois même la recherche en termes de méthodes innovantes de contrôle des maladies infectieuses. Alors, je vous ai dit au début, et ce sera la dernière partie de cette présentation, qu'il existe des systèmes auto-inducteurs plus génériques, finalement trans-espèces microbiennes, et ceux-là, on les appelle AI2, auto-inducteurs 2. Ce sont des produits qui sont détectés par une grande variété, chez une grande variété de bactéries, et qui sont finalement des auto-inducteurs qui sont capables de médier une communication interespèces, c'est-à-dire une propriété, on l'a dit tout à l'heure, potentiellement vitale pour la construction, entre guillemets, de flores complexes, comme la flore buccale, la flore intestinale ou, bien entendu, les flores qui sont présentes chez les animaux ou dans l'environnement. Alors, l'enzyme, si vous relisez éventuellement à l'issue de cette présentation un certain nombre de papiers, l'enzyme clé de la biosynthèse de cette AI2, c'est une molécule qui s'appelle LuxS, donc qui est produite par le gène LuxS en général, avec encore une fois des variantes selon les espèces, et qui en fait concerne, c'est un diester avec une molécule de borate qui vient se fixer ici. C'est une drôle de molécule en fait, elle est jolie d'ailleurs quand on la regarde, et qui correspond vraiment à ce type de molécule, disons de signalisation presque universelle, interespèce,
et dont encore la molécule source est la S-adénosyl homocystéine, comme pour le départ de la construction de la molécule d'homocérine lactone, sauf que, comme vous le voyez, à la fin, la structure obtenue est différente. Je pense que quand vous avez vu ça, vous pouvez facilement la reconnaître et la pointer sur tout papier. Donc, 3 colonnes qui correspondent à des micro-organismes chez lesquels il a été prouvé qu'il existait l'expression de cette molécule auto-inductrice AI2. Donc, pour simplement faire le point sur le fait que cette conversation moléculaire entre des espèces différentes, ce n'est pas un accident, ce n'est pas quelque chose de rare qui correspond à certaines espèces très particulières, ça semble peu à peu correspondre à une généralité et donc probablement répondre à une nécessité pour la formation de communautés. Et au-delà d'avoir démontré la production de ces molécules auto-inductrices de type 2, donc régulateurs universels chez de nombreuses espèces, chez certaines d'entre elles, il a même été démontré très fonctionnellement à quel niveau ce type de régulation ou sur quel niveau d'expression, en particulier de phénotype de virulence ou de colonisation de niche, ce système pouvait fonctionner. Alors je ne suis pas sûr que je vais rentrer dans les détails de tout ça. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que là, comme pour les homocérines lactones, et ce n'est pas nécessairement une surprise, tout ça est extrêmement efficacement régulé. Et donc, pour cette molécule AI2 dont on vient de parler, qui est exprimée, sécrétée exactement sur le plan du système comme une homocérine lactone, il y a 2 vraiment systèmes qui en régulent l'impact sur la cellule bactérienne. L'un, c'est un transporteur de type ABC que vous voyez ici, donc qui s'appelle LSR, A, B, C, D, enfin tout ça construit en fait le transporteur. Une fois que cette molécule est introduite dans la bactérie, donc ce transporteur, en fonction de son activation, va réguler l'entrée ou la non-entrée. Parce que je vous rappelle encore une fois que cet inducteur, il va être très généralement produit par une autre espèce bactérienne, quelque chose de différent de la bactérie qui est sensible. Donc la bactérie va vraiment réguler le transport de cette molécule. Et comme probablement cette régulation n'est pas suffisante pour assurer le contrôle des événements, elle va aussi mettre en place un système de destruction, en particulier une kinase qui va phosphoryler cette molécule et ensuite ces gènes F et G qui vont en assurer la dégradation et donc la perte de la fonction. Donc entre cet élément de régulation et cet élément de dégradation, cette molécule va trouver le temps et probablement la concentration optimale pour assurer, encore une fois, comme tout à l'heure pour l'homocérine lactone, le contrôle de ces opérons qui sont, ou régulons qui sont sous le contrôle de ce quorum sensing. Ça veut tout de même dire que dans cette notion d'échange possible, les barrières sont peut-être plus efficaces parce que comme on n'a plus vraiment de processus de spécificité, comme on l'avait pour les homocérines lactones, qui étaient encore une fois dictés par la taille, par exemple, la longueur de l'aminoacide, donc la forme, la longueur du canyon dans la molécule LuxR qui va recevoir cette homocérine lactone. Là, on a la même molécule produite par des tas de bactéries, donc il a fallu trouver en aval des processus de régulation. Et ces processus de régulation peuvent aller jusqu'au point où, dans des conditions, par exemple, de croissance stationnaire, si la bactérie a fini de pousser, elle va mettre en place des mécanismes de régulation qui vont amener au pompage, entre guillemets, et à la dégradation très efficace de ces molécules. Donc on peut imaginer qu'une bactérie qui avait jusqu'à présent un comportement relativement altruiste en envoyant ou recevant des signaux de ses congénères, va commencer parce qu'elle considère qu'elle a atteint son optimum de croissance et sa phase stationnaire, à détruire ces molécules de signalisation finalement aux dépens des autres populations bactériennes. Donc le rôle réel de ces molécules dans l'homéostasie globale de ces flores complexes est encore loin d'être compris et on est probablement loin d'avoir envisagé et analysé sur le plan moléculaire toutes les situations possibles. Alors un point relativement rapide, parce que finalement, en dehors du fait que les molécules sont différentes, le principe général reste le même dans ce type de régulation.
Le quorum sensing chez les bactéries à gram positif, par exemple chez Staphylococcus aureus, on est dans la même situation, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs. Simplement, encore une fois, l'auto-inducteur, l'hormone microbienne et ces petits peptides dont je vous ai parlé et dont je vous ai montré quelques exemples précédemment, en particulier chez Staphylocoque doré, cette notion de fonction thiolester qui une contrainte et change finalement considérablement la structure de cette petite molécule. Donc Staphylococcus aureus, on peut en dire deux mots un peu sur le même mode de ce qu'on a expliqué chez Pseudomonas aeruginosa. C'est un micro-organisme qui a une diversité de phénotypes en termes de pathogénicité très très importante. C'est bien entendu un coccus à gram positif et qui a cette capacité en particulier de développer une vie communautaire, on en reparlera, y compris par exemple de former, et vous savez que malheureusement ces choses existent, ce qu'on appelle des biofilms, on a déjà employé le terme, sur des dispositifs étrangers, par exemple sur un cathéter. Si vous branchez un cathéter chez un patient sans mesure suffisamment attentive d'asepsie, dans les 24 à 48 heures, vous aurez ça sur ce cathéter, c'est-à-dire la formation de ces agrégats microbiens qui vont là aussi commencer à mettre en place cette vie communautaire, dont d'ailleurs une conséquence majeure, et on y reviendra la prochaine fois, c'est la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire que ces bactéries, vous les prenez indépendamment, isolément, sous forme de plancton, comme on dit, elles sont sensibles éventuellement aux antibiotiques. Vous prenez la même bactérie dans cette situation physiologique, elle est 10, 100 fois, 1000 fois éventuellement plus résistante au même antibiotique. Et vous la ressortez de cet environnement, elle est sensible. Donc il y a une véritable, grâce à cette communauté établie par le quorum sensing au sein de ces biofilms, la mise en place de mécanismes tout à fait redoutables de régulation. Comme pour Pseudomonas aeruginosa, le staphylocoque a ces systèmes d'adhésion qui lui permettent de se lier à des molécules de la matrice cellulaire, à la fibrine par exemple, ou au collagène, à la fibronectine. Il a sa capsule. Donc ça, c'est les éléments de la colonisation initiale. Et puis il a bien entendu des toxines de nature variable, et en particulier des hémolysines qui font des trous dans les membranes, des superantigènes qui activent les cellules du système immunitaire, et ainsi de suite. Donc là aussi, on anticipe, au cours de la mise en place d'un processus infectieux, l'existence d'un vrai programme dans le temps qui doit nécessiter quelque chose qui ressemble à ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Et effectivement, le quorum sensing chez Staphylococcus aureus sert à ça. La différence, c'est qu'on est dans un système ici où, encore une fois, on a ces petits peptides qui sont produits, qui vont toucher un récepteur qui s'appelle AGRC, qui va se phosphoryler sur une histidine. Et finalement, ça fonctionne plus comme un système classique de régulation à deux composants, donner lieu à l'activation de ce molécule ici, AGRA, qui est le régulateur transcriptionnel. Mais ce que ce régulateur transcriptionnel va faire, c'est deux choses. C'est un, d'activer la boucle de quorum sensing, et donc la production de ces peptides, et deux, d'activer non pas l'expression d'un gène, mais en fait la production d'un ARN qui va être un ARN régulateur, ce qu'on appelle le RNA3. Ça a été un des premiers exemples d'ailleurs d'ARN non codant qui avait des fonctions de régulation très très importantes dans la pathogénicité. Et en fait, c'est le niveau d'expression de cet ARN non codant, du RNA3, qui va réguler cette espèce de dualité, de nécessité initialement d'adhérer au tissu et donc d'exprimer la protéine A, la coagulase, ces fameuses matrix binding proteins, c'est-à-dire ces protéines de surface du staphylocoque qui permettent de se lier au tissu, de se lier aux éléments de la matrice cellulaire. Et puis dès que ce staphylocoque a réussi, entre guillemets, cette étape initiale de colonisation, sa quantité va augmenter, l'auto-inducteur va augmenter, le RNA3 va être produit en grande quantité, va couper la transcription, réguler négativement la transcription de ces gènes et switcher, passer sur le programme de production d'éléments qui sont nécessaires à la survie et au succès des étapes suivantes de l'infection,
qui sont la production de capsules et la production d'un certain nombre de toxines que je vous ai déjà mentionnées. Donc vous voyez, toutes ces étapes en fait, du processus pathogène peuvent se relire en fonction de ces processus de quorum sensing. Et de la même façon, on a de plus en plus des tentatives de mise en place d'identification de molécules, éventuellement changer un ou deux acides aminés dans ces auto-inducteurs, et au lieu qu'ils aient leur fonction agoniste habituelle dans le système tel qu'il a été identifié, leur donner une fonction antagoniste de ces récepteurs et casser la boucle de signalisation du quorum sensing. Donc tout ça est en cours aussi d'évaluation, en sachant que la pharmacodynamique des petits peptides est quelque chose qui est encore loin d'être résolu. Alors, derniers éléments en 3 ou 4 diapositives pour élargir un petit peu ce concept. Je voulais préciser ou essayer de vous le détailler sur un certain nombre de micro-organismes, gram positifs, gram négatifs, entre eux, ou éventuellement entre populations diverses. Mais ce qui apparaît de plus en plus, en fait, c'est que peut-être en réponse à cette coévolution dont on a parlé souvent entre les micro-organismes et leur hôtes, les systèmes de quorum sensing sont en fait perçus non seulement par les communautés bactériennes, mais aussi par l'hôte. Il commence à y avoir un certain nombre de papiers, encore une fois, vous aurez la liste, ce n'est pas la peine que je rentre dans les détails, qui montrent que des molécules comme les homocérines lactones de Pseudomonas aeruginosa, par exemple, au cours de ces infections, comme la colonisation chez les patients atteints de mucoviscidose, va réguler et induire la production, par exemple, de molécules pro-inflammatoires comme l'interleukine 8. Et les mutants de Pseudomonas aeruginosa dans ce système de quorum sensing, en fait, sont défectifs dans la production de ces molécules et perdent leur virulence et leur pathogénicité. On a plusieurs exemples maintenant dans la littérature et la recherche, bien sûr, s'intensifie sur, finalement, si les cellules eucaryotes sont capables de capturer, qu'il s'agisse des cellules épithéliales ou des cellules du système immunitaire, ces auto-inducteurs, finalement, ces hormones bactériennes, quelle est leur cible ? Qu'est-ce qui fait finalement que ce type de molécule va non seulement réguler la transcription chez les bactéries, mais aussi éventuellement réguler la transcription chez des cellules eucaryotes. Et il commence à y avoir des papiers, pas beaucoup, ce qui fait qu'on attend un peu que les choses se décantent, si je puis dire, montrant que possiblement, par exemple, le 3-oxy-C12 homocérine lactone, cette homocérine lactone un peu canonique dont on a parlé chez Pseudomonas aeruginosa, est une molécule qui est capable d'inactiver un récepteur nucléaire qui s'appelle PPAR gamma, et PPAR gamma, parmi ses autres fonctions, a celle de réguler négativement l'expression des gènes pro-inflammatoires. Donc le blocage par cette homocérine lactone de PPAR gamma aurait la capacité de réactiver finalement les gènes de la cellule eucaryote qui sont sous le contrôle du système NF-κB et d'induire l'expression de gènes pro-inflammatoires. Donc ça, c'est une recherche qui est très active à l'heure actuelle et qui se situe aussi, je ne sais plus si je vous en ai parlé, mais dans ce domaine de comment finalement l'hôte lui-même peut quelque part échantillonner et doser la quantité des bactéries à laquelle il est exposé en dosant par ces systèmes, si je puis dire, la quantité de molécules reflétant la quantité de bactéries présentes près de sa surface. Alors un autre exemple, je ne rentre pas du tout dans les détails moléculaires, mais que vous sachiez que très récemment, c'est le travail d'une jeune chercheuse qui s'appelle Vanessa Sperandio aux États-Unis. Elle a montré qu'il existait encore un troisième système auto-inducteur qui est AI3. Maintenant, vous êtes familier, donc l'année prochaine, on aura sûrement AI4, AI5. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que le récepteur AI3, dont d'ailleurs la nature moléculaire n'est pas encore caractérisée, est le même, finalement, est sensible, à des molécules de l'hôte, donc on est dans une situation inverse là, et en particulier à des molécules comme l'adrénaline et la noradrénaline. C'est-à-dire que la bactérie, et en particulier ici un colibacille pathogène qui s'appelle colibacille entéro-hémorragique, qui est susceptible de produire des toxines en quantité très importante et d'aller donner des complications, en particulier rénales, ce qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique. Le quorum sensing qui contrôle l'expression de cette molécule
est en fait aussi potentiellement contrôlé non seulement par cette molécule bona fide, comme on dit, bactérienne, mais aussi par des molécules comme l'épinéphrine et la norépinéphrine, ce qui encore une fois, rapproche le monde prokaryote du monde eucaryote et montre que des échanges de signalisation peuvent se faire. Donc là, on est dans la situation inverse de l'homocérine lactone qui va impacter sur la cellule eucaryote. On est dans l'hôte eucaryote qui va impacter sur la régulation au niveau de la bactérie. Donc on est peu à peu dans une espèce de notion de, je dirais que c'est à la mode, peut-être il ne faudrait pas le dire comme ça, mais de globalisation des processus, c'est-à-dire de réaliser que, probablement encore une fois du fait de la coévolution, et pas uniquement homme-mammifère, mais homme-organisme primitif, sans vouloir vexer personne. Et je pense que Jonathan vous en montrera des exemples. On est de plus en plus dans ce qu'on a appelé plusieurs fois ce crosstalk, ce dialogue moléculaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans deux mondes qui s'ignorent, on est véritablement dans des systèmes qui ont coévolué pour que les signaux des uns et des autres puissent être perçus. Quelle est la généralité de tout ça? C'est encore difficile à dire, mais c'est pour vous montrer quand même qu'un certain nombre de papiers orientent vers ces options. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, très rapidement, c'est là aussi, peut-être plus précisément, on a parlé de micro-organismes sentant, entre guillemets, l'épinéphrine, la norépinéphrine. Dans un aspect peut-être plus infectieux, il y a maintenant des évidences chez Pseudomonas aeruginosa, et je ne rentre pas du tout dans des expériences, finalement je vais vous montrer tout de suite le schéma, qui montre que cette fameuse lectine, dont tout à l'heure je vous ai dit, arrêtons-nous là une seconde et souvenez-vous-en, il semble que l'expression de cette lectine qui est importante pour la colonisation, en fait, soit liée à un système qui est régulé par l'interféron gamma. C'est-à-dire qu'en fait, une cytokine qui est essentielle dans la réponse, disons, inflammatoire et immunologique de l'hôte à Pseudomonas aeruginosa va, par la liaison de cet interféron gamma à cette molécule ici qui s'appelle OPRF, véritablement réguler la mise en place de l'appareil et du système de quorum sensing et peut-être possiblement les étapes précoces de réalisation de ce processus de colonisation. Donc c'est un autre exemple, si vous voulez, via la régulation de l'expression de cette protéine, de cette lectine PA1 qui assure l'association de Pseudomonas à la surface des cellules de l'hôte, par exemple, encore une fois d'une intrication entre les mécanismes de signalisation de l'hôte et les mécanismes de signalisation microbiens. Et la dernière diapositive, et après je vous laisse tranquille parce que je pense que vous avez eu du quorum sensing plus que vous en vouliez, et vous voudrez bien m'en excuser, mais c'est vraiment un des domaines qui est au carrefour de toute la compréhension de ces processus de symbiose et de vie en collectivité des micro-organismes. Donc je crois que c'était indispensable d'en parler. Juste pour vous montrer une expérience, j'aime bien essayer de finir les choses sur une généralisation qui est peut-être parfois un petit peu acrobatique ou osée, mais peut-être on peut commencer à réfléchir à une théorie intégrée du quorum sensing, justement via ces premiers éléments qui commencent à émerger entre cette finalement perméabilité de signalisation entre le monde prokaryote et le monde eucaryote. Vous savez que dans le développement des individus eucaryotes multicellulaires, en particulier des insectes, il y a une famille de protéines qui s'appelle rhomboïdes, RHO, qui sont finalement une famille de sérines protéases qui sont très conservées et qui sont impliquées dans la transduction du signal de l'EGF au récepteur de l'EGF et donc à toute la signalisation sous-jacente qui amène au développement d'un certain nombre d'organes, par exemple les ailes chez la mouche, chez la drosophile. Vous en avez entendu parler de cette mouche par Bruno Lemaître la semaine dernière. On voit leur maturation assurée justement par un de ces gènes rhomboïdes. Et vous voyez quand dans les mutants, l'aile est un petit peu plus petite, elle est plus fragile, ses nervures ici ont disparu. Donc ça, c'est l'aspect eucaryote multicellulaire et le phénotype d'un mutant RHO1 chez cette mouche. Le produit du gène
AARA de Providencia stewarti, une entérobactérie standard, pas loin d'Escherichia coli, a été en fait récemment identifié comme le premier analogue prokaryote des protéines RHO. En fait, il donne lieu à la production d'un auto-inducteur qui régule l'expression d'une acétyltransférase qui modifie le peptidoglycane bactérien, qui est, vous savez, l'élément du mur bactérien qui permet à la bactérie d'avoir sa forme, de se diviser, et ainsi de suite. Donc, on pourrait dire, en exagérant peut-être pas trop, que c'est un élément du développement, au même sens qu'on l'a entendu ici, du micro-organisme, puisque c'est un élément qui va permettre au cytosquelette de la bactérie de se construire efficacement. Et ce qu'ont montré ces auteurs dans ce papier qui est cité ici, et il commence à y avoir d'autres exemples, c'est qu'on pouvait absolument substituer les choses. Et en particulier, si on exprime chez ce mutant cette protéine AAR, on répare le défect de développement de l'aile par ce gène bactérien, se substituant en fait au gène Rho de cet organisme eucaryote. Alors est-ce une convergence fonctionnelle, est-ce un accident et est-ce qu'il n'y aura pas d'autres exemples? C'est possible. Ça m'étonnerait personnellement, mais néanmoins c'était juste pour ça finir sur une espèce de note de poésie pour dire que peut-être quelque part ces échanges dont on a parlé nous ramènent encore plus en amont, c'est-à-dire à ces cellules initiales et à ce pool de gènes nécessaires au développement qui a divergé, mais dont on reconnaît de temps à autre finalement des homologues, et tellement homologues qu'en réalité ils gardent leur fonctionnalité d'un prokaryote à un eucaryote. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur le quorum sensing. C'est probablement un petit peu trop, comme d'habitude. On me l'a reproché, mais c'est l'histoire de ma vie, donc je ne suis pas sûr de changer à ce stade.